Eh bien, merci à tous. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont restés jusqu'à la fin. On a une transition magnifique qui nous a été faite avec François Langlais sur la moyenne d'âge de la salle. En tout cas, autour de cette table, désolé pour les précédents, mais je pense qu'un petit abattement vient de se produire sur la moyenne d'âge qui, je crois, ne doit pas dépasser 30 ans. Si je ne m'abuse, je pense qu'elle est même largement en dessous. C'est un peu comme dans les mariages, il y a toujours toutes les tables desquelles on va, puis il y a la table des enfants. Alors, c'est pas la moins intéressante, parce que c'est peut-être là que les choses se disent le plus librement et le plus simplement possible. Et c'est d'ailleurs tout simplement ce que nous nous apprêtons à faire. J'avais une introduction extrêmement léchée et vraiment très brillante à vous proposer. Et puis, la sénatrice Imbert a finalement résumé en bien moins de mots ce que nous nous apprêtions à faire, puisqu'elle a demandé, lorsqu'elle parlait de l'acculturation tout à l'heure, si vous vous en souvenez, elle nous a dit mais il faut que les jeunes soient informés du monde qu'ils rejoignent pour ne pas devenir des proies du système. Voilà, c'est un petit peu le programme auquel je vous propose, avec lequel je vous propose de terminer cette journée, aussi simplement que ça. Débriefing, plusieurs tables rondes, énormément de choses qui se sont dites. Première question pour se mettre un tout petit peu en jambes. Qu'est-ce que vous en retenez de solutions concrètes, efficaces, si possible finançables et soutenables? À la limite, ça vient après, ce ne sera pas notre travail immédiatement. Mais qu'est-ce que vous en retenez? Je commence avec vous, Ilona, qui représentait, si je puis dire, les étudiants en sciences infirmières et qui êtes avec nous ce soir. Je vous remercie. Alors, peut-être que j'ai une vision très idéaliste, vous me direz, par rapport à tout ça, mais c'est vrai que solutions concrètes, finançables, ça faisait beaucoup de critères. Je n'ai pas retrouvé quelque chose d'unique, de solution qui pourrait être appliquée, on va dire demain, dans les territoires, auprès des patients, dans les services, concrètement. Quelque chose par contre qui m'a beaucoup marqué sur la journée, c'est le moment où la personne des États-Unis est venue présenter le sujet d'Amazon, et il paraît que les États-Unis ont 10 ans d'avance sur nous, et qu'en tout cas ce qui se passe aux États-Unis va se passer 10 ans plus tard chez nous. Donc je ne sais pas si toute l'Assemblée a été convaincue par l'idée qu'Amazon puisse gérer la santé, mais en tout cas, moi ça me fait peur et je me dis peut-être que c'est ce qui va nous arriver dans 10 ans. Donc voilà, moi c'est surtout ça que j'ai retenu de cette journée, ce moment un petit peu en décalage, qui pour le coup apportait quelque chose d'assez nouveau sur des thématiques qu'on a un petit peu l'habitude de traiter et des sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment. Oui, sachant que ce dont il a parlé existe depuis quelques années déjà, donc je pense que d'autant plus peur. Oui, on n'est pas tout à fait à 10 ans. Peut-être Jessica, qui est donc élève directrice d'hôpital, donc future directrice d'un établissement hospitalier, en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Même question, si une proposition, une solution, puisque la présidente de CHAM a demandé des solutions concrètes, celle que vous avez retenue. Alors moi, ce que j'ai retenu quand même aujourd'hui, c'est que globalement, on est tous plutôt d'accord sur il faut travailler sans silo, il faut travailler tous ensemble et il faut, si possible, diversifier les modalités de financement, etc. Ce que j'ai retenu par ailleurs de mes 6 mois de scolarité là, c'est que globalement, les hôpitaux qui nous attendent dans nos premières fonctions de directeur d'hôpital seront des hôpitaux qui n'auront pas un rond. Donc globalement, il va falloir faire vite des solutions ingénieuses, et ça, aujourd'hui, je ne les ai pas forcément toutes eues en main, mais c'est pas grave. Vous attendiez à les avoir. Et première journée, peut-être que demain ça viendra, première tout à journée. Fait. Alors, on était d'accord sur les idées. Sur le côté pragmatique de la mise en œuvre de ces idées, j'ai été un peu plus courte. Voilà. Cela étant, je pense qu'effectivement, il y a au moins on part tous du même constat et on arrive au même objectif. Donc c'est déjà ça. Moi j'ai bien aimé l'idée du bouclier sanitaire, même si c'est la seule idée où on a dit en fait on va la mettre de côté parce qu'elle n'est pas terrible. Moi elle m'a plu. Parce qu'à l'hôpital public, les patients qui viennent, c'est des patients pour qui souvent l'augmentation du reste à charge il est un peu compliqué, ou en tout cas c'est des patients dont on ne peut pas demander grand chose. Donc l'idée du bouclier sanitaire c'était sympa. Au-delà de ça, globalement, l'idée d'une coopération publique-privée, je pense, est à creuser. Et ouais. Piste encourageante, bouclier sanitaire, on y revient, donc des sujets un peu de manière de financer. Pour ce qui est donc on va dire la balance médicale, le Guillaume Bailly, qui est donc cardiologue, ou en tout cas sur le point de le devenir dans quelques semaines. Même question, et alors est-ce que vous partagez déjà le constat qui vient d'être fait, peut-être d'un manque d'opérationnalité immédiate, et puis qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce que vous auriez peut-être voulu entendre en plus de ce qui a été dit?
C'est la force et aussi la faiblesse de Cham. C'est qu'on arrive à sortir de belles idées, mais on a du mal quand même à transfuser la société. On ne va pas se mentir. Il faut que je regarde pas l'audience. On a du mal à faire franchir quand même les frontières de ces idées-là. Il y a plein d'idées qui sortent, hyper intelligentes. On réinvente ou on n'invente pas les systèmes de santé. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire en sorte que ces idées transfusent la société, les citoyens, et que vraiment on en sorte de ces 2 journées qui sont palpitantes. Mais derrière, qu'est-ce qu'il en sort de très concret? C'est la vraie question. Donc ça, c'est l'entrée en matière. Et on a dit qu'on pouvait tous dire. J'ai vu que le ministre Rousseau a dit qu'on pouvait tout dire. Donc on est dans cette vogue-là. Moi, il y a 2 idées que je voulais peut-être reprendre. La pertinence des soins. Aujourd'hui, parler de pertinence des soins sans repenser le mode de financement, donc c'est-à-dire à l'acte, ça reste pour moi une incantation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des professionnels de santé et à moi-même qui irais à la Pitié-Salpêtrière lundi qu'il faut peut-être moins prescrire, pas mieux prescrire, mais moins prescrire, étant donné que je sais aussi que mon service, il est financé à l'acte. Et que mon service pourra d'autant plus employer d'ARC, d'infirmiers et de médecins si, du coup, il y a plus d'actes qui sont prescrits, d'une part. Et l'autre problématique qui a été peu abordée, c'est la question de la judiciarisation. C'est-à-dire que le professionnel de santé, s'il prescrit autant, c'est aussi peut-être pour se mettre à l'abri d'une erreur diagnostique. On va prescrire à outrance parfois, il est vrai, des résultats biologiques qui ne sont pas forcément adaptés, qui ne sont pas dangereux. Je prends par exemple l'exemple de la kaliémie. Mais la kaliémie, je sais très bien que si je passe à côté d'une hypo ou d'une hyperkaliémie, mon patient il peut décéder. Et donc finalement, c'est très facile de le prescrire quotidiennement. Ça coûte de l'argent, c'est un acte inutile. Et moi, ça me préserve en tant que professionnel de santé. Donc en fait, la pertinence des soins, je pense qu'il faut qu'aussi elle soit revue sous ces 2 angles-là, celui de la judiciarisation, de la protection des professionnels de santé et évidemment du mode de financement. La deuxième idée qui a été beaucoup développée, et moi ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'histoire de la prévention. Alors la prévention, on en entend beaucoup parler, elle est vue sous différents angles et ça devient un sujet qui très vite met tout le monde d'accord. Personne ne peut être contre la prévention, c'est quelque chose qui en fait nous aide à économiser de l'argent. Pour autant, j'avais entendu un ministre de la Santé qui est présent dans la salle, alors je vous laisserai faire l'enquête parce qu'il y en a pas mal, qui me disait que la prévention n'était pas bankable. Donc il prenait l'exemple du vaccin HPV, qui disait que le vaccin HPV, ça a coûté en gros 240 millions dans ces eaux-là, et que les cancers gynécos, c'est pareil, 230, 250 millions d'euros. Donc ça veut dire que vous avez un effet direct, mais la prévention, ça reste un pari. C'est-à-dire que vous mettez votre politique de prévention, et puis derrière, il faut évaluer son impact et être sûr qu'on n'est pas parti dans la mauvaise direction. Et c'est là où il y a une connexion intéressante avec des tables rondes. Est-ce qu'on peut peut-être, je ne dis pas enterrer le modèle de prévention et partir maintenant plus sur des modèles dits prédictifs, comme j'ai pu l'entendre dans certaines tables rondes. On passe un peu au next step, où on se dit que maintenant, on joue à des échelles différentes avec des outils qui nous permettent de le faire. L'intelligence artificielle, la création de tout un tas de jumeaux numériques, de choses qui sont un peu complexes, mais qui sont techniquement faisables, qui fait qu'on passe finalement du pari qu'est la prévention à l'assurance qu'est le modèle prédictif. Ça, en plus, ça tombe très très bien, puisqu'on a dit aussi tout à l'heure, on a entendu tout à l'heure que la prévention n'était pas une affaire de médecin. Donc, pour le coup, prévention, c'est ringard. On passe à la prédiction. En plus, la prévention, ça tombe bien, puisque tout le monde en parle, personne n'en fait. Donc, autant confier ça à d'autres personnes. Ilona, prévention, est-ce que sur toutes les interventions qui ont lieu sur les éléments de prévention, dont on est, et là je reviens sur le constat, dont on est communément d'accord pour dire que oui, c'est une piste d'amélioration de la santé publique, une piste d'économie à long terme, qu'est-ce que vous avez entendu sur les éléments de prévention à quoi vous avez été sensible et qui, à votre avis, vous paraît le plus pertinent de ce qui a été dit? Alors, la prévention, effectivement, elle a été quand même beaucoup abordée un petit peu en filigrane et puis sur une table ronde particulièrement. Mais il y a un lien qui, je ne crois pas, a été fait, mais que je trouve intéressant, c'est aussi avec les municipalités. Parce qu'on a les élections municipales cette année et on a aussi un enjeu de comment est-ce qu'on peut mettre du poids sur différents acteurs sur ce sujet-là. Et les municipalités peuvent jouer un rôle dans la prévention, comme moi, sur le côté étudiant, je pense aux universités, sur l'aménagement des campus, mais sur l'aménagement des territoires aussi. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette chose aussi où je me dis, tout le monde peut jouer son rôle, mais d'une force différente. Et je trouve que ce point-là, pas forcément, enfin, on l'a un petit peu
dit qu'on parlait de pluriprofessionnalité, mais il y a, au-delà du monde de la santé, on l'a évoqué dans l'éducation, mais même dans les élus, les différents élus qu'on a à différentes échelles. Aujourd'hui, dans quelle mesure, en tant que municipalité, on peut prendre des décisions qui viennent améliorer la prévention, mettre en place des espaces, mettre en place les contrats locaux de santé, évidemment, mais on a vraiment différentes échelles qui peuvent être utilisées. Le rôle des infirmiers, évidemment, dans la prévention me semble essentiel, ça, je ne vais pas le nier, mais c'est comment est-ce qu'aussi on se coordonne et que chaque professionnel de santé apporte quelque chose sur le parcours du patient qui va venir construire au final une culture de la prévention. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire de façon massive et collective. Je pense qu'au final, en tout cas de ce que j'ai pu observer avec les patients, quand on essaye de faire des actions trop groupées, on perd le point qui va faire évoluer la vision d'une personne. Alors que quand on accompagne une personne, on lui explique avec ses pathologies, avec voilà, peu importe sa situation, il doit mettre en place des actions concrètes. Et comment est-ce que lui peut les appliquer dans son quotidien ? Ça prend un temps monstre, mais je ne vois pas d'autre solution que d'y aller petit étage par petit étage. Et chaque acteur va jouer son rôle, va apporter sa pierre à l'édifice. On ne travaille pas seul. Alors, je me tourne vers Jessica sur peut-être soit une réaction sur ce qui a été dit, puis sur le rôle d'une direction d'établissement, puisque là, on s'explique entre nous qu'effectivement, ce n'est pas au seul soignant de s'occuper de la santé, et que c'est l'affaire de tous. Qu'en est-il de la place, justement, des directions d'hôpitaux dans ce paysage-là? Alors juste avant ça, moi je pense que l'acteur principal, et je trouve que c'est quelque chose qui a été très bien dit pour le coup lors de la table ronde sur la prévention, c'est quand même avant tout le patient. Et à mon sens, quand on discute de problématiques d'innovation, de télésurveillance, télésuivi, télémédecine, etc., c'est avant tout une problématique de comment est-ce qu'on responsabilise le patient, comment est-ce qu'on lui donne le savoir pour qu'il puisse tout simplement être observant à la maison, prendre ses constantes, comprendre à quoi ça sert, pourquoi il le fait, et derrière, pour qu'on l'invite à revenir soit en établissement, soit vers l'acteur de santé le plus proche de chez lui, dans une collectivité territoriale ou ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, le débat, il n'est pas tant sur la part de gâteau qu'on va prendre et qu'on va laisser aux directeurs, aux médecins et aux infirmiers, mais plutôt sur celle qu'on va enfin donner aux patients. Est-ce qu'on lui donne oui ou non les clés de comprendre ce qui lui arrive, et est-ce qu'on lui donne oui ou non une place dans le système de santé, plus particulièrement dans les hôpitaux, on pourra en parler, pour justement s'approprier un petit peu tous ces changements, s'approprier aussi les maladies qui vont lui tomber dessus avec, on l'a dit, le vieillissement de la population, etc. Et donc, cette idée que, de toute façon, un malade chronique, il faut absolument qu'il comprenne ce qui lui arrive parce que ça ne va pas lui arriver sur un temps court, donc il va vivre avec. Et cela, je crois, est vraiment au cœur de ce qu'on doit retenir. Là, la question, ce n'est pas entre nous trois qui aura le plus gros impact, c'est vraiment le patient, comment est-ce qu'on l'embarque avec nous ? Et quel patient ? Bon, Guillaume, pas trop dur d'entendre le mot patient prononcé pour la première fois par la seule administrative de la table. Non, mais ça montre bien que les médecins, on peut être à côté de la plaque aussi, on ne va pas se mentir. Non, mais en fait, il y a un élément qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on est dans une période un peu complexe, avec un recul quand même du dialogue social. Mais je pense qu'à contrario, on est aussi dans une période privilégiée. On est tous réunis ici et on a les moyens, en agissant collectivement, d'œuvrer pour les prochains mois, prochaines années, pour faire en sorte que la santé soit vraiment un sujet régalien. Il y a les élections présidentielles qui arrivent, 2027. Moi, j'ai envie de vous dire, mettons-nous au travail, médecins, pas médecins, biologistes, directeurs d'hôpitaux, infirmiers, pour que tout ce qu'on dégage ici vraiment insuffle notre société. Et on a cette responsabilité collective, peut-être à Cham, de s'unir pour créer un peu le système de santé de demain. On sait qu'on a les ordonnances Debré en 1958 qui n'ont pas évolué depuis. 2027, ça fera quasiment 70 ans. Pourquoi pas proposer de nouveaux modèles ? Et c'est ici qu'on le pense, ce nouveau modèle. Et enfin, si Monsieur le Premier ministre m'entend, s'il vous plaît, donner un ministère à part entière à la santé, ça fera pas de mal. Voilà une piste politique concrète, si tant est que la politique puisse encore être concrète dans le domaine de la santé. Merci beaucoup pour cet exercice un peu de réaction à chaud. On parle de la génération canapé, de la génération fainéante. Je crois que vous en avez fait la démonstration que ce n'est pas tout à fait le cas. Vous êtes prêts au débat, prêts aux idées, et ça tombe très bien puisque c'est vous qui demain les mettrez en œuvre. Merci beaucoup.